Merci Benjamin, merci Philippe, vous êtes vraiment très très gentil. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Depuis, je suis dépassé maintenant. Et j'ai vu aussi les belles keynotes d'hier, et donc je ne vais pas la faire ce matin. J'ai pas le niveau. Il y a plein de personnes là qui pourraient la faire mieux que moi, cette keynote. D'ailleurs, Benjamin, toi, tu veux pas la faire à ma place, finalement? Ah ouais, si tu me demandes de dessiner, ça va pas. Donc, ce que je viens de vous faire, c'est de la fausse humilité. Donc, c'est comme pour l'agilité, hein, donc on va parler de faux agile aujourd'hui. Il y a de la fausse humilité aussi. Et donc, pour rentrer dans la vraie humilité, je vous propose donc de s'inspirer de la Garonne. De la Garonne, si... D'accord. Oui, c'est pas... Je la mérite pas, cette keynote, j'arrive même pas à mettre le son. Il devrait y avoir du son, là. Voilà. Dirigée au nord, sa marche errante, elle aurait pu couper la Charente, couper la Loire au port fleuri, couper la Seine de Nord Paris, et moitié verte, moitié blanche. Si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, elle allait se jeter dans la Manche. Voilà, c'est le deuxième couplet de Si la Garonne elle avait voulu. Le premier, elle part vers le sud, vers l'Espagne. Et là, le deuxième, donc, elle va vers la Manche. Le troisième, elle arrive à la mer Noire. Et le quatrième, elle traverse toute la Sibérie. Alors, donc, la Garonne, elle est puissante. Là, vous avez la Garonne en amont de Toulouse. Elle est encore presque sauvage. Et donc, nous verrons que la Garonne, finalement, avec le dernier couplet que je vous passerai tout à l'heure, la Garonne, elle n'a pas voulu. Elle est restée donc très humble pour donc arroser Toulouse et continuer son chemin vers Bordeaux. Alors, je profite de la Garonne pour parler de l'agilité, enfin le lien avec l'agilité et le fleuve. Il nous vient de loin, donc il nous vient d'Héraclite. Héraclite qui, vous savez ce qu'il a dit, Héraclite, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Voilà, c'est vraiment ça la naissance de l'agilité, qui est finalement un mouvement continuel. Et on ne refait jamais 2 fois la même chose. On est toujours donc à s'adapter au contexte. Donc la vraie humilité, c'est donc de la lucidité avant tout, en fait. C'est de la lucidité. Alors le mot humilité, il vient de humus, qui signifie la terre. Donc la vraie humilité, c'est avoir les pieds sur terre. Donc avoir la lucidité en connaissant donc ses forces et ses faiblesses. Alors c'est Spinoza qui donc nous définit la vraie humilité. Malheureusement, pour la vraie agilité, on n'a pas l'équivalent de Spinoza. La vraie humilité, on la trouve... il va falloir que je me déplace, je pense. On la trouve pas partout. Il y a beaucoup de personnes qui donc manquent d'humilité. Alors que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine de l'entreprise, on trouve de nombreuses personnes qui manquent d'humilité, et même dans la communauté agile, peut-être qu'on en trouve aussi. Ces personnes qui manquent d'humilité, mon père appelait ça des m'as-tu vu.
je dédie cette présentation à mon père. Donc la présentation s'appelle « Si la Garonne elle avait voulu ». Vous le saurez tout à l'heure pour le refrain. Je me consacre maintenant beaucoup à la lecture. Je suis très inspiré par les livres. Souvent, le dernier que je lis, j'ai envie d'essayer. Si sa lecture m'a enthousiasmé, j'ai envie d'essayer ce qu'il y a dedans. Et donc, par rapport à l'association Agile Toulouse, je suis encore actif dans le club de lecture. Alors, la lecture, les livres m'ont beaucoup occupé puisque j'ai écrit pas mal ces dernières années. Alors en fait, il y a beaucoup de livres, mais il n'y a que 2 livres, Scrum et l'art de devenir une équipe agile. Je suis encore dans les réseaux sociaux, pas de moins en moins. Et donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait dans mes activités professionnelles. En gros, j'ai fait 10 ans de développeur et puis les 30 années suivantes comme consultant, donc les 25 dernières années comme consultant indépendant. Donc je vais commencer par ma vie de développeur. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai commencé à travailler, après avoir fait donc une école d'ingénieur où on enseignait un peu l'informatique, mais l'informatique c'était des maths appliquées, je ne voyais vraiment pas à quoi ça pouvait servir dans la vie. Et j'ai eu la chance, quand j'ai démarré, c'était chez NCR. NCR, c'est les caisses enregistreuses dans les magasins, les hypermarchés. Donc c'était déjà, les hypermarchés étaient déjà connus. Les caisses enregistreuses NCR donc, permettaient d'enregistrer plein de choses. Et on m'a dit de développer, enfin j'étais développeur, donc débutant, et très vite j'ai pu faire un petit hacking, c'était quand même un assembleur, mais un petit hacking, qui était la première impression sur chèque. Avant, les gens ils payaient en chèque ou en liquide, il n'y avait pas encore de carte bleue à l'époque pour payer, impression, donc il fallait écrire le chèque. Et donc j'ai écrit le programme qui permettait d'imprimer sur les chèques. Et donc ça m'a fait voir très rapidement que un développement pouvait influer sur la vie des gens. Donc là, ça se voyait en fait. J'avais fait quelque chose qui se voyait rapidement. Et donc c'est quelque chose qu'on va retrouver évidemment dans l'agilité, c'est cette orientation client qui est vraiment au cœur de la démarche. Ça remarche. Voilà, ça c'était mes débuts. Très vite, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle l'informatique industrielle. J'ai été développeur pour le calculateur de l'Airbus A310, et puis j'ai beaucoup travaillé dans les télécoms sur des autocommutateurs privés. Voilà, donc c'était presque un terrain vierge, puisque ces développements étaient, au début c'était les années 80, début des années 80, ces développements étaient nouveaux pour ces entreprises. Alors c'était pas encore Airbus, c'était même pas directement pour Aérospatiale, donc c'était pour la Sfena, qui a dû disparaître maintenant, à Vélizy, donc pour laquelle j'ai commencé à travailler. On avait des machines de développement, qui sont donc les grosses machines en bleu. Ça s'appelle des MDS. Voilà, on pouvait mettre un disque floppy 5 pouces, c'est ça, donc 5 pouces. Voilà. Donc, voilà, et à la fin, donc, on allait flasher pour pouvoir donc faire sur les mémoires. Enfin, ça, c'est pas la mémoire, c'est le processeur 8086. Bon, j'ai travaillé ensuite sur les 80-186, 286, 386. Donc, en écrivant beaucoup de code en assembleur et puis un langage évolué d'Intel qui a maintenant disparu, qui s'appelle le PLM. Alors, ce que ça m'a appris, c'est que le hard et le soft, c'était pas la même chose, en fait.
que c'était pas la même chose, qu'il y avait une culture différente. Donc, j'intervenais dans des entreprises industrielles, qui avaient une forte culture industrielle, mais pour lesquelles ces développements étaient nouveaux. Et finalement, on était extrêmement libre. On était libre parce qu'on développait nous-mêmes les outils qui permettaient d'améliorer le développement. Il n'y avait pas encore d'infrastructure, il n'y avait pas encore de méthodes, de process en fait, qui étaient utilisés pour ça. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à l'agilité? Alors, c'est venu récemment en écoutant ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Voilà, en écoutant un discours de ce monsieur qui vient de nous quitter, vous avez reconnu Michel Serres. Alors, Michel Serres, dans une conférence à l'INRIA, évoquer le soft et le hard du point de vue des évolutions il utilisait donc les mots dur et doux, le dur et le doux, pour mettre en évidence que la révolution qu'on vivait, qu'il appelait la révolution du doux en fait, c'était pas une révolution industrielle comme on en a eu, plusieurs niveaux de révolution industrielle. C'était une révolution qui était plutôt du domaine comparable à ce qu'on avait pour l'apparition de l'imprimerie donc au XVe siècle. En fait. Donc c'était une révolution qui était basée sur l'information. Et donc cette présentation de Michel Serres m'a rappelé donc ce que j'avais vécu là. Il dit la différence fondamentale de culture, de façon de travailler entre l'industrie qui existait depuis longtemps et puis ce qui apparaissait, qui était donc les microprocesseurs et puis tout ce qui a amené au PC et donc maintenant au téléphone. Alors, je suis arrivé à Toulouse il y a une trentaine d'années pour travailler donc, dans le génie logiciel. Alors, pourquoi je vous parle du génie logiciel? Parce que des fois on me demande comment tu es arrivé à l'agilité. Pas de problème, je faisais du génie logiciel, c'est venu naturellement en fait. Le génie logiciel, c'était le nom qu'on donnait avant à ce qui va devenir plus tard l'agilité. J'ai travaillé dans des sociétés toulousaines, puisque Toulouse était à la pointe du génie logiciel à l'époque, avec des sociétés qui ont aujourd'hui disparu. Alors j'ai eu du mal à retrouver les traces sur Internet, j'ai été obligé de faire des photos de vieux classeurs que j'ai retrouvés. IGL et Verilog, je ne sais pas si certains connaissent encore Verilog. Alors, génie logiciel, c'était quoi? C'était beaucoup sur le code, par exemple, Verilog a développé un outil qui s'appelle Logiscope, que certains d'entre vous connaissent peut-être encore. Logiscope, il existe encore. Il a 35 ans, il existe encore. Un outil qui faisait de l'analyse de code, ce qu'on appelle de la calimétrie, de la couverture de tests. Et alors, je vous ai mis une photo du parc des expos parce que je me souviens de ma première conférence. Alors, ma première conférence, c'était au parc des expos du 5 au 8 décembre 1989 et ça s'appelait Les Journées internationales du génie logiciel. Au parc des expos. Ça tournait, alors c'était pas tous les ans à Toulouse, comme l'Agile Tour. Ça tournait, c'était un peu l'équivalent de la conférence Agile mondiale. Et donc c'était venu à Toulouse parce que Toulouse était un haut lieu du génie logiciel. Verilog, au temps de sa gloire, il y avait 300 personnes qui travaillaient. Et donc c'était une conférence au parc des expos qui... Alors c'était beaucoup moins sympathique que les Agile Tours, que les conférences Agile. C'était beaucoup de stands, beaucoup d'expositions, parce que le génie logiciel à l'époque, c'était très orienté outils, comme on va le voir.
c'est aléatoire. Alors, moi, je ne travaillais pas dans les outils sur les outils d'analyse de code. Je m'intéressais plutôt aux méthodes de développement, aux méthodes. Alors, c'était la grande époque des méthodes, hein, et donc j'ai mis ici quelques méthodes, il y en avait bien d'autres, quelques méthodes que j'ai enseignées, ou sur lesquelles j'ai fait de l'accompagnement à un moment donné, en fait. Hein. Celles dont je me souviens, en fait. Hein. Celles dont je me souviens, donc j'ai commencé par les SADT, donc beaucoup de formations au CNES à l'aérospatiale dans les SADT, voilà, et puis plein d'autres. Alors je ne vais pas vous embêter avec tout ça, vous en connaissez peut-être. Il y en a peut-être d'autres aussi que je n'ai pas mises, que vous avez utilisées. Tout ça, bah, ça n'a pas vécu très longtemps en fait. Hein. La durée de vie de ces méthodes était parfois très courte. Hein. Certaines ont duré 2-3 ans et ça a été un peu plus, peut-être une dizaine d'années. Quand je pense que Scrum existe depuis 20 ans et ça continue. Alors, j'ai pas mis RIP sur UML et RUP. UML, il y en a qui en font encore de UML quand même. Vous faites du DDD, c'est pareil. Alors, UML et RUP, c'est un peu particulier. Et ça va nous amener au manifeste agile, en fait. Hein. Alors, voilà, donc il y avait beaucoup de méthodes orientées objets qui sont venues. Hein, donc, il y avait la méthode de Grady Butch, OD, il y avait ensuite OMT qui venait de Rumbaud, et puis une société donc, qui s'appelait Rational, qui n'existe plus non plus, qui est rachetée par IBM. Donc Rational, qui était un acteur majeur hein, du génie logiciel, a embauché, donc Grady Butch était déjà embauché Rumbaud, et puis Ivar Jacobson qui travaillait sur Objectory, qui était un process de développement, et avec donc l'idée, qui a été concrétisée après, de séparer le côté langage du côté méthode en fait. Parce qu'on disait il y a des méthodes, il y a plein de méthodes différentes, et donc l'idée qui est intéressante, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas unifier ça en fait. Alors pour unifier des méthodes, c'était pas évident, donc l'astuce là a été de définir un langage, donc UML c'est un langage de modélisation unifié, et puis à côté d'avoir donc une méthode, ils ont appelé ça un process qui est aussi s'appelait le process unifié. Voilà. Et puis on a rajouté le R devant pour faire une implémentation de ce process unifié qui permettait de s'adapter en fait aux différents contextes à partir d'un gros process qui définissait plein de choses. Alors, donc pour dire qu'à l'époque, le processus unifié, c'était pas du tout le cycle en V. Hein, le processus unifié, c'était un cycle de développement qu'on peut qualifier d'itératif et incrémental hein, déjà. Donc, et qui, dans les présentations que j'ai revues récemment, se présentait comme une rupture par rapport au développement en cascade en V. Alors, donc les méthodes, c'était bien, mais ce dont vivaient les acteurs de génie logiciel, il est de la vente des outils. Parce que à l'époque, les outils, ils tournaient sur des stations de travail de type, qu'est-ce qu'il y avait, Apollo, Digital, HP, des choses comme ça, et une licence d'un outil, ça coûtait la peau des fesses. C'était des sommes énormes, puisqu'il n'y avait pas, c'était uniquement professionnel sur des stations de travail. Donc les outils s'appelaient CASE pour Computer Aided Software Engineering. Alors c'était une époque où on pensait que les outils allaient permettre de tout automatiser, on allait faire des beaux modèles, il n'y aurait plus besoin de programmeurs, on allait générer du code. Et que en termes de process aussi, on allait automatiser tout ça. Alors voilà, aussi des outils, alors là je vous les fais tous d'un coup. Hein.
Voilà, donc les outils sur... J'ai mis aussi quelques outils sur lesquels j'ai travaillé, hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, qui ont disparu aussi très rapidement, ces outils. Alors, j'ai mis à part Rational, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y avait Rational Rose, hein, qui était le plus connu, qui permettait de faire la modélisation UML. Et il y avait donc d'autres outils, toute une suite en fait Rational. Et l'astuce de Rational, c'était de vendre les outils et de donner le RUP, donc le process, qui venait avec la suite. En fait. Il venait avec la suite. Et comme Rational a pris beaucoup d'ampleur, hein, Rational, à la fin des années 90, c'était 4000 personnes, ils avaient des parts de marché extrêmement importantes. Le manifeste agile, il est venu en réaction à ça, en fait. Il est venu en réaction à l'hégémonie de Rational. Parce que tous les signataires du manifeste agile, c'était des spécialistes de génie logiciel. Certains avaient travaillé dans la modélisation, hein, par exemple, Martin Fowler avait d'abord écrit un livre sur UML, hein, UML Listing. Et donc, leur réaction primaire, hein, quand on voit le manifeste, voilà, plus que les processus et les outils, ça visait directement Rational. Alors, ça visait aussi autre chose, puisque dans les années 90, voilà, pendant que moi je m'intéressais aux outils de modélisation, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce monde industriel, hein, celui que j'évoquais que Michel Serres évoquait avec le dur, qui avait une forte culture process, et bien ce monde industriel a essayé d'appliquer les process industriels au développement logiciel. Donc, voilà, ça a donné une lourdeur dans les process donc, qui donc explique la naissance du manifeste agile. Alors le manifeste agile, est-ce que ça a été tout de suite, donc 2001, est-ce que ça a été tout de suite la révolution, c'est-à-dire, ah ouais c'est super, on va passer à l'agilité. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça en fait. Hein. Ça a mis un peu de temps. Voilà, simplement pour expliquer ce temps, je vais parler un peu de ma vie. Quand j'étais enseignant à Paul Sabatier, hein, j'étais enseignant à temps partiel à l'IUPESI. Je ne sais pas s'il y a des anciens étudiants de l'IUPESI ici. En 2000, voilà, début des années 2000, on a commencé à enseigner Extreme Programming. Donc, avec le côté, donc la première chose qui était mise en place, c'était le côté ingénierie, hein, technique, qu'on appelle maintenant le craftsmanship. Scrum vers 2005, et puis on a réussi à avoir, parce qu'enseigner l'agilité, alors c'est vrai dans les formations, hein, c'est vrai aussi en entreprise, enseigner l'agilité comme une partie d'un gros process qui permet de développer en disant on a une possibilité là, c'est de faire de l'agilité, c'est pas terrible, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc on a réussi à avoir donc, un module agile, une unité d'enseignement agile à partir de 2007 à l'IUPESI. Alors l'IUPESI, il a aussi disparu en 2011. Hein. Voilà. Mais ce qui est resté sorti de l'IUPESI, c'est iScrum. iScrum qui vient de l'IUPESI, sur lequel j'ai longtemps travaillé en étant product owner, et qui existe toujours. Alors maintenant, donc, je passe à toute l'histoire récente hein, que vous connaissez. Maintenant, en 2019, l'agilité est partout. Partout, donc dans les écoles, marketing, on en parle en politique, évidemment dans les entreprises à différents niveaux, management, et même maintenant on fait du hard, agile. Donc le dur hein, qui était différent et tout, ouais, on voit qu'il s'intéresse aussi à l'agilité. Il y a d'autres domaines dans lesquels il y a de l'agilité pour vous et qui manquent.
La famille agile. Et oui, ça change la vie, même à la maison, hein, l'agilité. Voilà, donc l'agilité, un succès, hein, on en parle beaucoup en tout cas, mais malheureusement, comme avec tous les mouvements qui ont du succès, il y a des dérives qui viennent avec. Donc ces dérives, c'est le faux agile. Alors ce que je vous propose, c'est de m'aider à découvrir voilà, le faux agile. Je vais jouer le rôle de cette personne voilà, qui donc a réfléchi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'occupe des méthodes dans une entreprise, une DSI, hein, donc qui s'occupe des méthodes. Et puis donc elle a réfléchi à l'introduction de l'agilité dans l'entreprise. Donc avant de faire ce petit atelier, je vais vous faire donner un indice et on va faire gagner un livre au premier qui découvre le prénom de cette personne. Alors, vous avez vu le premier ? J'ai entendu là, moi. C'est là. Roxane. Voilà, donc Roxane. Donc je vais jouer Roxane. Donc Roxane, elle a l'habitude de faire donc, des présentations. Elle utilise donc des mots, hein, des mots classiques, des bonnes pratiques, des choses classiques. Et puis donc elle a fait une étude sur l'agilité. Et puis elle a vu qu'il y avait elle a noté des mots importants pour l'agilité. Alors le coach, je l'ai déjà. Oui, parce que quand même, Roxane s'est appuyée sur des coachs, évidemment, des coachs externes, un cabinet de consulting réputé pour faire son étude sur l'agilité. Je vais demander à Benjamin de mélanger ces cartes. Voilà, vous avez donc des cartons rouges et des cartons verts. Donc quand Roxane va s'exprimer, quand vous pensez que c'est du faux agile, vous levez le carton rouge. Si vous pensez que ce qu'elle dit c'est du vrai agile, vous levez le carton vert. Merci Benjamin. Je vois pas encore un petit peu. Non, des cartons. C'est bon, donc Roxane présente l'introduction de l'agilité au CODIR. Hein, au CODIR. Donc, c'est bon, vous êtes prêts pour les cartons? Bonjour, merci d'être venu pour vous présenter un grand moment dans la vie de l'entreprise. C'est donc la stratégie que nous allons mettre en place pour introduire l'agilité dans l'entreprise. Donc, l'agilité pour l'entreprise, ça va signifier donc une plus grande vélocité. On va enfin aller vite. On va enfin aller plus vite pour faire les produits. Donc ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on utilisait avant, qui était le cycle en V. Hein. Donc finalement, ce qu'on va introduire, c'est un mode agile. Ce mode agile qu'on va introduire dans l'entreprise, c'est évidemment au service de nos clients, parce que ce qu'on souhaite, c'est quand même faire plaisir à nos clients. Alors, pour introduire ce mode agile, on va, comme on a toujours fait dans l'entreprise, parce qu'on est plein de bon sens, on va s'appliquer sur les bonnes pratiques. Voilà, donc l'agilité vient avec des bonnes pratiques que nous allons donc apprendre. Nous allons donc apprendre à nos collaborateurs pour que nos collaborateurs soient formés et puissent appliquer
ce nouveau process de développement que nous allons mettre en place. Alors, ce nouveau process, il va nous permettre d'avoir un meilleur time to market. Je sais que c'est important pour vous. Il va favoriser l'innovation de nos produits. Hein. Je sais que notre directeur de l'innovation est très sensible à ça. Donc, nous allons donc appliquer l'agilité sur les projets que nous déroulons actuellement. Alors, vous me demandez, mais comment ils vont arriver à faire ça? Nous avons donc fait l'acquisition, bien sûr, de coachs. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, c'est des coachs certifiés, voilà, qui vont expliquer aux collaborateurs comment appliquer le process. Alors nous sommes une grande entreprise, hein, donc nous avons besoin d'appliquer l'agilité avec une grande échelle, bien sûr. On va commencer directement, on ne va pas commencer petit, on va commencer directement au niveau de l'entreprise. On va, donc voilà, l'agilité, comment ça marche concrètement en fait, c'est une série de sprints en fait. C'est-à-dire on va demander à nos collaborateurs d'aller plus vite. Évidemment, on va surveiller tout ça. Vous vous souvenez de la vélocité, on va faire en sorte que la vélocité augmente régulièrement. Alors tout ça, c'est pour évidemment une plus grande flexibilité dans l'entreprise. Hein. L'agilité, en gros, c'est de la flexibilité. Hein. Et ça va nous permettre enfin d'être bénéficiaire grâce à la réduction des coûts. Hein. On aura besoin de moins de monde pour faire plus de produits. Bravo. C'est Roxane. Donc j'ai vu pas mal de cartons verts quand même. Donc... Important des mots, ils avaient l'air bien les mots. Qu'est-ce qui manquait comme mots? Il manquait l'équipe. Voilà, il manquait l'équipe. Important, il manquait l'équipe. Alors, ouais, du faux agile, vous en avez peut-être déjà rencontré. Alors, vous n'étiez pas toujours d'accord, puisque parfois, il y a eu des cartons verts et des cartons rouges levés en même temps, quand même. Hein. Sur projet, par exemple. Bonne pratique. Sur bonne pratique, il y avait plus de cartons verts que de cartons rouges. Ah, donc, du faux agile. Alors, quelques autres exemples de faux agile. Alors, le faux agile, c'est souvent lié à l'ignorance. Là, Irina, on lui a dit que c'était pour les développeurs, donc bon, elle fait de la documentation, c'est pas pour elle. C'est souvent lié aussi parce qu'on applique des techniques de l'industrie, hein, donc les process industriels, la gestion de projet, le contrôle de... On a donc Philippe qui est contrôleur de gestion, hein, donc, c'est lié aussi aux outils. J'évoquais les outils tout à l'heure. Les outils qui avaient une place énorme dans le génie logiciel des années 90. Heureusement, avec l'agilité, on a beaucoup de management visuel, les outils ont moins de place, mais néanmoins, quand même, il y a parfois des utilisations d'outils qui enlèvent tout le charme du management visuel. C'est toujours aléatoire. Et évidemment, donc, c'est lié au manque d'humilité, de certains. Donc, comment on appelle quel est l'opposé du manque d'humilité? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Donc, alors, le mot faux agile vient de Martin Fowler. Utilise en français dans le texte lors de sa présentation à Agile Australie en janvier 2018. Donc Martin Fowler a donc mis en avant donc, tous les progrès, tout ce qui avait été fait avec l'agilité. Donc il a mentionné donc quelques risques
qui pouvaient mener au faux agile. Donc le premier étant ce qu'il appelle le complexe industrialo-agile, le complexe agile industriel, qui est en fait la tentative d'appliquer les techniques de l'industrie, les process de l'industrie, sur le développement de logiciels. Le point clé pour ça, le point clé qu'il évoque, c'est le fait que ce ne sont pas les équipes qui choisissent leur façon de travailler, mais que cette façon de travailler leur est imposée. Voilà, ce qui est en contradiction, évidemment, avec l'agilité et le manifeste dont Martin Fowler est un des signataires. Il évoque un deuxième point qui est le manque d'excellence technique. L'agilité, on l'a vu, elle vient du génie logiciel, elle vient donc, du développement de qualité, et donc elle continue maintenant avec éventuellement d'autres techniques qu'on trouve dans DevOps et dans Craftsmanship. Et puis enfin l'organisation autour des produits. En fait. Alors cet arbre qui est ici, hein, c'est pas du tout un arbre qui montre les filiations. Hein, c'est pas au début le manifeste agile et tout ça est apparu après. C'est juste mon point de vue en écoutant, en venant dans les conférences, en voyant ce qui se passe, des différentes techniques, des différents outils qui ont été abordés lors des conférences et qui sont utilisés en conjonction avec l'agilité. Donc les points, si on regarde Martin Fowler, donc les points sur lesquels il faut faire attention, c'est le côté mise à l'échelle, hein, qui est évidemment souvent une façon d'imposer un processus à des équipes. Et donc le côté technique, je suis évidemment très, je dirais, consterné quand je vois parfois une séparation entre l'agilité et puis le DevOps ou le software craftsmanship. Hein. Ma culture, c'est vraiment la même chose, et donc séparer maintenant le côté développement du côté management ou du côté agilité, c'est évidemment quelque chose qui est très dommageable. Alors c'est peut-être lié, donc je rajoute un point par rapport à ce que nous dit Martin Fowler, je rajoute un point sur le coaching. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs agiles aujourd'hui qui sont présents. Beaucoup de coachs agiles. Dans le coaching agile, il y a plein de choses. Il y a plein de choses différentes. Il y a notamment le développement personnel. Le développement personnel, j'ai la preuve que ça ne marche pas. Sébastien Vamina qui a donc donné ce coup de coude dans la figure d'un Gallois qui nous a fait perdre le quart de finale. Sébastien Vamina, il était suivi par des coachs depuis des années. Il avait plusieurs coachs. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Il était même certifié safe pour les moules. Alors c'est une provocation, bien sûr. Donc, néanmoins, maintenant, on trouve des philosophes, et donc je m'intéresse beaucoup à la philosophie, et on trouve des philosophes qui critiquent les coachs, en particulier le développement personnel, hein, ou donc le livre de Julia de Funès, et puis le livre de Eva Illouz sur l'apicratie. Hein, donc l'apicratie, c'est cette injonction, ce qui est présenté comme une injonction au bonheur. Donc ça rejoint la psychologie positive qui nous vient des Américains, et donc qui est critiquée par ces livres-là. Donc peut-être des sujets pour le forum ouvert qui va
des vraies preuves. Des vraies preuves, c'est est-ce que l'agilité finalement ça marche ou ça marche pas, c'est toujours une question. Il y a toujours eu des chiffres ou des couvertures de livres comme celui de Jeff Sutherland qui nous disait quoi, qui nous disait qu'on allait 2 fois plus vite, 2 fois plus vite avec 2 fois moins de gens, un truc comme ça. Ouais. Voilà, donc bon, on a ces trucs-là, c'est quand même sujet à caution. Enfin, des vrais chiffres avec le livre Accelerate. Le livre Accelerate qui montre avec des études statistiques qui sont quand même, enfin qui m'ont paru en tout cas très sérieuses. Hein, il montre le bénéfice le bénéfice de l'agilité qui vient. Alors, c'est pas sur l'agilité vraiment, c'est sur le DevOps. Enfin, ce qui est évoqué, c'est des pratiques, et ce qui marche le mieux en fait, c'est d'avoir des cycles courts, des cycles très courts avec des productions fréquentes qui sont faites par des équipes qui coopèrent. Voilà, donc en gros, du côté technique. Voilà, donc on a maintenant sur l'agilité, on a donc des preuves que ça donne des résultats. Pourquoi l'agilité? Si on revient dessus, en écho au doux et au dur que j'évoquais tout à l'heure, l'agilité est apparue comme étant la façon de travailler, c'est-à-dire la philosophie de travail qui répond au monde de la connaissance. Il y a le monde industriel qui est basé sur la production de choses tangibles, des choses qu'on sait faire, on sait répéter, on sait produire à de nombreux exemplaires. Les process sont connus, ils sont linéaires, on peut répéter ça. On est dans un domaine qui est plutôt en référence au modèle cinéphile de Desmondon. On est plutôt dans le simple, le compliqué, tandis que pour le domaine de la connaissance, on est dans le domaine complexe. Et donc l'agilité, en gros, elle a été prévue pour ça, pour donc évoluer, pour attaquer le monde complexe, faire des éléments intangibles. Et à chaque fois, c'est une nouvelle chose, on a besoin d'inventer. Et on prend des décisions à tout moment. Voilà, donc si vous êtes plutôt dans le travail de la connaissance, donc l'agilité est faite pour vous. Donc maintenant, comment s'y mettre en fait? C'est une question importante. Hein. Vous voyez des équipes pour lesquelles ça a l'air de marcher. Vous avez envie de vous y mettre. Par quoi commencer? C'est difficile, vous vous souvenez de l'arbre que j'ai montré il y a quelques instants, hein. Il y a plein de techniques dans l'agilité. Comment on ne va pas tout faire en même temps, pas tout d'un coup. Donc, une grille de lecture qui est intéressante, c'est celle qui est donnée par Agile Fluency. Donc, Agile Fluency définit des zones dans lesquelles on peut aller. Et ces zones permettent donc de partir d'une équipe qui n'est pas agile, et qui va se construire progressivement. Donc l'intérêt de ce modèle, c'est que ça met en face de résultats tangibles, ça met un certain nombre d'efforts à faire. En fait. Ça montre aussi que c'est progressif, hein, qu'on ne va pas faire plein de choses tout d'un coup, et qu'il vaut mieux commencer par des choses simples qui s'appellent la focalisation. Donc moi, ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'est ce côté démarrage, parce que je m'aperçois que souvent, le faux agile, il est dû à un mauvais démarrage. Donc, pour démarrer, ce qui est le plus important, c'est la culture de l'équipe. Donc, se focaliser, c'est donc avoir une équipe qui est capable de travailler ensemble pour obtenir quelque chose. C'est quelque chose qui demande de l'humilité aux managers, aux responsables. Donc, parce qu'ils ont l'habitude de prendre des décisions, ils ont l'habitude de dire aux gens ce qu'ils font. Et donc là, ça les oblige un peu d'humilité. Alors l'humilité, c'est simple. L'humilité, c'est simplement, donc ils vont reconnaître qu'ils ne savent pas tout, et ce qu'on leur demande, en fait, c'est de déléguer. Donc l'humilité pousse à la délégation, à faire confiance et communiquer avec les autres, et à déléguer un certain nombre de choses, comme le fait la responsabilité sur le produit à une personne de l'équipe,
Et puis, voilà, pour citer la dernière, donc arrêter les pratiques de contrôle pour se baser sur la confiance. Voilà, donc ça, c'est le prérequis pour qu'une équipe puisse s'exprimer. Hein, donc ça prend un peu de temps au démarrage pour ça. Le deuxième point important, c'est que c'est l'équipe qui va choisir son chemin. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas, donc on a cité hier longtemps la méthode agile. Hein. Évidemment, la méthode agile n'existe pas, hein, comme le cycle en V n'existe pas non plus. La méthode agile n'existe pas, il y a plusieurs façons d'arriver à un résultat. Donc si le résultat qui nous intéresse c'est se focaliser, il y a plusieurs façons d'arriver à se focaliser. Donc, les auteurs d'Agile Fluency citent avec justesse donc des techniques comme Extreme Programming, Scrum et Kanban permettant d'y arriver. Donc on peut choisir l'une ou l'autre. On peut aussi faire des adaptations, des hybridations de ces techniques pour y arriver. Voilà. C'est un peu un paradoxe parce qu'une équipe qui démarre, comment elle peut faire tout ça, comment elle est en mesure et capable de démarrer tout ça, c'est parce qu'il lui faut un peu de temps au départ pour se connaître et puis bon, on a peut-être besoin, c'est pour ça que vous êtes là, de coach agile. Il est important de commencer à petite échelle. On n'a pas besoin d'agilité à l'échelle, il vaut même mieux l'éviter quand on démarre. Quand on démarre, l'agilité à l'échelle va être considérée éventuellement, si on en a besoin plus tard, on verra bien à ce moment-là. Mais commencer tout de suite à grande échelle, ça paraît quand même excessivement difficile. Une fois qu'on a ça, l'agilité c'est simple, c'est basé sur 3 notions qui sont largement connues et qui sont dans ce dessin d'Étienne. Le premier, donc, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire, une équipe stable, une équipe avec quelqu'un qui va donner des indications sur le produit, qui est le product owner, on a parlé hier, le Scrum Master. Voilà, une équipe dédiée, une équipe stable. La deuxième chose, c'est de faire des boucles courtes, donc les boucles de feedback. Les boucles de feedback qui sont sur le produit, donc c'est la boucle de feedback qui part des parties prenantes en impliquant les clients et qui va permettre de faire évoluer le produit dans la bonne direction. Et puis une deuxième boucle de feedback qui est celle sur la façon de travailler, qui passe par la rétrospective. Et puis enfin, comment on met en œuvre tout ça? Pour démarrer, c'est bien d'avoir ce que j'appelle des rites réguliers. Ces rites réguliers qui sont de faire une mêlée tous les jours, une planification au début de la boucle de feedback et à la fin, une revue en faisant participer les clients et une rétrospective pour s'améliorer. Vous êtes devenu agile, l'équipe est devenue agile et elle a réussi à se focaliser. Alors, je n'ai pas dit, le modèle, la grille Agile Fluency est basé sur la notion de valeur, en fait. Ce qui permet de voir qu'on est devenu agile, qu'on s'est focalisé, c'est le fait qu'on apporte de la valeur aux parties prenantes. En fait. Donc une équipe qui apporte de la valeur aux parties prenantes, qu'est-ce qu'elle peut faire après? Eh bien, elle peut... Voilà, donc si on reprend la grille Agile Fluency, elle va passer du temps à améliorer son excellence technique. Il y a évidemment plein de choses à faire sur l'excellence technique, ça prend du temps, ça demande des investissements, en particulier dans le domaine que je connais, qui est le développement logiciel. Donc ça prend de quelques mois à 2 ans à aller plus loin et donc à voir après ce qu'elle peut faire une fois que l'équipe est devenue. Il n'y a pas des bruits là. Donc c'est moi qui les entends, pas vous. Une fois que l'équipe est devenue agile, c'est à elle de choisir comment elle veut évoluer. Si elle veut arrêter l'agilité, pas de problème. Si c'est elle qui décide, si elle veut passer à C, pas de problème, c'est elle qui décide. C'est la base donc de l'agilité. Ma dernière partie va être sur l'avenir de l'agilité. Mais on ne peut pas ignorer qu'on a quelques problèmes actuellement qui ont été encore présentés hier dans la keynote d'Emmanuel Delannoy. Alors
savez qui a dit ça? C'est Albert Camus qui a dit ça lorsqu'on lui a remis le prix Nobel en 1957. Ma génération, on n'y a pas cru du tout, et on a pensé qu'on pouvait changer le monde. Maintenant, les nouvelles générations, il va falloir, je pense, qu'elles tiennent compte de choses importantes qui se passent autour de nous, donc notamment le réchauffement climatique. Le petit Joseph ici, il aura, je l'espère, 80 ans, 80 un peu plus, en 2100. J'ai lu hier que le réchauffement climatique, il est de 6 degrés, c'est ça, en 2100. Donc, en complément à la keynote d'hier, vous pouvez lire le petit livre de Cyril Dion, le petit manuel de résistance contemporaine, qui nous prend aussi pas mal de choses là-dessus, mais qui va aussi proposer des solutions. Et pour ceux qui veulent rester plus dans le domaine des coachs agiles, donc Henrik Nyberg a fait une très belle vidéo pour sensibiliser au réchauffement climatique. Et puis il y a un deuxième point sur lequel probablement en tant que développeur on pourrait avoir plus d'impact, qui est donc la société du contrôle avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale qu'on nous promet pour bientôt. Je viens de lire le livre d'Alain Damasio, Les Furtifs. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici. Les Furtifs, un beau livre. Un beau livre qui est un livre de science-fiction, puisque ça se passe en 2049, je crois, 2049, mais voilà, 2049, mais ça nous donne une bonne idée de ce que pourrait être la société du contrôle, en fait. Voilà. Que peut faire l'agilité pour éviter ça, pour permettre de limiter le réchauffement climatique et d'éviter la société du contrôle? L'agilité toute seule, peut-être pas grand-chose. Encore que, c'est à voir. Donc, si on regarde une définition de l'agilité, l'agilité, c'est donc la capacité à faire des choses, en gros, à faire des choses qui produisent de la valeur. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir sur cette notion de valeur, Donc, l'agilité a déjà renversé quand même un mouvement qui existait avant. On cherchait à produire de la valeur pour les actionnaires. Donc l'agilité, ça existe encore, bien sûr. L'agilité maintenant met l'accent sur les utilisateurs. Si on veut aller plus loin, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut peut-être se poser la question de la valeur que ce qu'on va faire va apporter, de l'impact que ça va avoir sur la planète et sur les gens. Parce qu'en fait, c'est vous qui développez des produits et des services qui actuellement font ce que le monde est, qui vont permettre de le faire évoluer. Alors comme hier on a parlé de permaculture, on a évoqué la permagilité, avec Benjamin on avait fait une présentation sur agilité et permaculture il y a 2 ans. Permagilité, c'est aussi un terme qui est employé par d'autres, notamment Nathaniel Richand qui a fait des présentations à Agile-France là-dessus, je ne sais pas si certains y étaient. Donc c'est l'idée d'ajouter quelque chose à l'agilité. L'agilité, il n'y a pas d'éthique, c'est-à-dire que l'agilité, l'idée c'est de faire des bons produits et services, mais on peut faire des bons produits et services qui détruisent la planète. Donc en rajoutant une éthique à l'agilité, on peut peut-être se dire que l'agilité, à l'ensemble, se développer des produits et services, ça va permettre donc de créer de la valeur qui inclut l'impact sur la planète et les gens, et en développant tout ce qui est les communs, c'est-à-dire les ressources qui ne sont pas des ressources privées. Voilà, donc là aussi, c'est juste pour ouvrir le forum ouvert qui a lieu juste après,
quelques idées possibles donc, pour prendre en compte ça dans les développements de nouveaux projets. Le premier, c'est d'avoir une réflexion sur les valeurs partagées. Hein. On peut penser que si un développeur est vraiment sensibilisé au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources fossiles, et qui travaille pour une industrie pétrolière, par exemple, il faut peut-être se poser la question de sa place. Alors donc là, évidemment, il y a deux possibilités. Hein. C'est de dire on va essayer d'influencer de l'intérieur, et puis voilà, c'est pas sûr que ça marche dans les grandes structures, mais bon, il faut essayer, hein, comme disait Emmanuel Delannoy hier. Et une deuxième, c'est d'aller travailler ailleurs, en fait. Hein, donc d'aller travailler dans des sociétés qui sont plus responsables sur l'impact qu'elles produisent. Voilà, influencer les produits. Il nous manque des indicateurs probablement hein, qui peuvent être créés sur l'impact que produisent ce qu'on fait. Hein, alors là, je ne parle pas du côté citoyen, je parle de ce que vous faites en tant que professionnel sur les développements de produits et services. L'impact, donc en prenant en compte des indicateurs sur ce que ça coûte en termes de production, ce que ça va coûter en déploiement, en prenant en compte le Green IT par exemple. Hein, j'ai déjà assisté à une présentation, c'était à la journée Agile en Belgique, sur le Green IT, où j'ai appris des choses assez étonnantes, et en même temps effrayantes, hein, que quand on regardait une vidéo sur Netflix, ça consommait énormément d'énergie, encore plus si c'était sur mobile. Voilà, donc c'est prendre en compte ces choses-là au niveau des développements, ne pas travailler pour des entreprises toxiques, et puis voilà, je vous donne le lien des réflexions de Nathaniel Richon. Donc il a ouvert un Framapa qui est public, hein. Il a lancé un meet-up aussi à Paris pour réfléchir là-dessus avec. Alors c'est plus orienté sur les coachs en fait, sur la façon dont ils peuvent travailler. On va finir en chanson. Donc, une chanson de Julos Pocarn d'après un poème de Gustave Monato. Donc, la Garonne, oula, c'est fort, non? La Garonne n'a pas voulu quitter le pays de Gascogne, donc elle a fait preuve d'humilité et elle est restée donc autour de nous. C'est l'endroit ici où elle décide de tourner vers la gauche plutôt que d'aller vers le nord pour aller vers Paris. En fait. Voilà, donc l'humilité, puis le côté local. Démarrer à petite échelle et locale qui vient en résonance donc, avec ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez noté des questions sur les cartons rouges et verts pour le forum ouvert? Non. Donc nous passons au forum ouvert.